On continue ici sur les Renault Talks à échanger sur la rénovation globale et performante des bâtiments puisque c'est notre sujet. Sur cette nouvelle séquence, rénover, c'est aussi une question de confiance. Confiance versus défiance versus la fraude. On a bien vu que toutes les principales actions gouvernementales qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la fraude, c'est pas évident à chaque fois qu'il y a des aides publiques, il y a des margoulins, des escrocs qui s'engouffrent dans la brèche. Ça, c'est pas nouveau. Là, sur notre sujet rénovation, parfois, c'est des malfaçons, c'est des travaux bâclés, c'est des fraudes aux subventions, aux C2E, des souscriptions de prêts à la consommation, il y en a dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut davantage protéger les ménages et les citoyens de ces fraudes? Et surtout, comment on peut mieux les accompagner tout au long de leur parcours pour leur donner les bonnes informations au bon moment? Et enfin, comment renforcer les dispositifs de contrôle? Pour en parler, pour aborder ces questions, je vais demander à Simon Huffetot, Éric Jost et Romain Roussel de me rejoindre sur scène. Installez-vous. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter rapidement et nous dire dans quel service de l'État vous travaillez et en quoi ça consiste? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Simon Huffetot, je suis coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique des bâtiments et je travaille au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature qui est au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un petit peu long, mais voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que je préfère que vous le disiez vous-même. Éric Jost, DG de Calibat. Ben voilà, bonjour à tous. Éric Jost, je suis le directeur général de Calibat. Calibat, association pour la qualification des entreprises du bâtiment. Tout corps d'État, sauf les électriciens. Et pourquoi pas les électriciens? Parce que les électriciens sont qualifiés chez nos amis de Califalec. D'accord, ok, tout simplement. Donc Calibat. Bonjour, moi je suis Romain Roussel, donc sous-directeur industrie, santé et logement à la DGCCRF, donc qui est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie. Alors c'est par vous que je commence. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'État et comment c'est anticipé sur ces fraudes face aux aides publiques sur la rénovation énergétique, d'un point de vue un peu macro? Alors, déjà en premier lieu, évidemment, le système de lutte contre la fraude est embarqué dès la conception des aides, dès la conception des dispositifs publics. Et donc, dans les systèmes d'aide, que l'on parle des certificats d'économie ou bien des aides publiques, notamment MaPrimeRénov', il y a des systèmes de contrôle qui existent, qui permettent effectivement à la fois à l'instruction du dossier, donc quand le dossier est déposé, mais aussi lorsque le dossier est contrôlé plus tard, de prévoir effectivement des points de contrôle. C'est quelque chose qui est à la base conçu. Dans les actions principales, on retrouve évidemment des actions de communication à destination du grand public, pour s'assurer que les ménages aient en tête tout simplement les bons réflexes à avoir pour essayer de se prémunir contre les fraudeurs. Et enfin, si on peut retenir quelques actions, je dresse un panorama, hein, ce n'est pas une description exhaustive. Évidemment, on doit mentionner aussi les démarches de sanctions qui sont prises par l'État ou par les différents organismes à destination des entreprises contrôlées et prises la main dans le sac. Est-ce que vous aurez quelques chiffres à nous donner? Alors, je peux vous donner des chiffres en matière de contrôle. J'ai pris mes Oui, petites c'est notes. ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est des ordres de grandeur. On n'est pas à une centaine près. Donc, pour l'année 2022, les obligés délégataires des certificats d'économie d'énergie ont réalisé 100 000 contrôles. 100 000. 100 000. On retrouve environ 3 800, à peu près 40 000 contrôles de l'ANA et 6 400 contrôles réalisés en propre par le pôle national des C2E, c'est-à-dire qui viennent s'ajouter à des contrôles de second niveau au-dessus des 100 000 déjà évoqués tout à l'heure. Alors quand ils sont contrôlés et qu'ils ont mal fait, c'est quoi la punition? Alors ça dépend. Ouais. La punition peut être tout simplement le retrait de la prime. Ensuite, ça peut effectivement aller jusqu'à une logique de sanction. Sanction qui peut être prise par le PNC2E ou par l'ANA. Et éventuellement, si le contrôle a été réalisé dans le cadre du dispositif RGE, ça peut être également un retrait de la qualification par l'entreprise. Donc,
qualification de Donc il y a l'entreprise. quand même le bâton. Donc le bâton est présent. Le Et bâton est peut-être présent. effectivement dans les points qui sont importants, je pense, à communiquer, là aussi quelques ordres de grandeur. Donc le PNC2E l'an dernier a retiré pour à peu près 700 000 euros de C2E. À travers les différents organismes de qualification, il y a eu environ 350 retraits de qualifs en 2022. Combien de retraits de qualif, pardon? 350. 350, environ. ok. Et dernier point qui est important, l'ANA a pour la première fois effectivement pris des sanctions à l'encontre des mandataires en ce début d'année 2023. Et donc la logique de sanction est une logique qui est effectivement en place, fonctionne, en tout cas pour ce qui est des organismes du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un sujet qui est pris en compte bien évidemment en amont dès le départ. Oui, et je dirais que par ailleurs, ce que j'évoque là vient évidemment en complément de ce qui est fait par la DGCCRF et que la DGCCRF pourra c'est communiquer. Exactement ce que j'allais faire. Alors Romain Roussel, DGCCRF. Alors nous, on voudrait bien aussi que vous nous donniez quelques chiffres sur les fraudes et puis peut-être un peu rentrer dans le détail de voir quel type de fraude, quel type d'arnaque. Oui, bien sûr. Alors, côté DGCCRF, en fait, savoir que nous avons un programme d'enquête annuel qui nous permet chaque année, effectivement, de suivre l'évolution des fraudes en matière de rénovation énergétique et de les combattre et de les punir. Alors, très concrètement, en fait, nous réalisons plusieurs centaines de contrôles avec une montée en charge assez forte sur les dernières années, puisqu'il faut savoir qu'entre 2017 et 2022, nous avons multiplié par 2,5 en fait, le nombre de contrôles dans le secteur de la rénovation énergétique, avec plus de 820 entreprises contrôlées, que notre objectif est d'en contrôler désormais chaque année plus de 1200. Sur ces entreprises que nous contrôlons, nous constatons en moyenne un taux d'anomalie élevé dans le secteur. Il faut savoir que c'est autour de 50 à 55% des entreprises contrôlées. Alors, petite mise en garde, effectivement, ce n'est pas représentatif du secteur, puisque globalement, en fait, il faut savoir qu'on cible nos contrôles. C'est ce que j'allais vous demander. Quand vous allez contrôler une entreprise, on ne contrôle pas au hasard. Avez déjà des soupçons que ça ne se passe pas bien, ou alors c'est un peu au hasard? Alors, non, on ne contrôle pas au hasard. Il y a un ciblage qui est fait par nos enquêteurs, à la fois sur la base d'un suivi en fait, des entreprises qui avaient été contrôlées les années précédentes, et sur la base aussi des signalements qui nous remontent par les consommateurs, par exemple par la plateforme Signal Conso, qui est disponible sur Internet et très facilement en quelques clics sur n'importe quel téléphone portable à travers l'application. Il faut savoir que nous avons reçu en 2022 plus de 10 000 signalements dans le domaine de la rénovation énergétique par les consommateurs sur Signal Conso. Donc on peut dénoncer. Tout à fait. Il y a une hotline où on peut dénoncer des entreprises qui nous paraissent pas très honnêtes. Ça existe. En fait, l'objectif de Signal Conso, c'est pas tant de dénoncer, c'est plutôt de mettre en relation le consommateur avec l'entreprise sous l'œil vigilant de la DGCCRF pour essayer de trouver un règlement à l'amiable. Mais effectivement, quand on voit côté DGCCRF qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'apportent pas les réponses satisfaisantes aux consommateurs ou qui ne répondent pas du tout aux signalements, qu'il y a effectivement une vague de signalements qui monte sur telle ou telle entreprise, ça nous aide aussi à faire notre ciblage et à axer nos contrôles sur ce type d'entreprise. Alors ça, c'est pour ce que vous faites comme contrôle. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce que c'est les fraudes les plus fréquentes? Alors, nous contrôlons en fait les fraudes au droit de la consommation. Je crois que le micro ne marche plus. Si. Oui, alors écoutez, oui. Donc nous contrôlons les fraudes au droit de la consommation, donc tout ce qui permet effectivement de protéger les consommateurs. Alors c'est par exemple typiquement ce qu'on constate du démarchage téléphonique interdit, puisqu'il faut savoir que dans le domaine de la rénovation énergétique, depuis la loi du 24 juillet 2020, il n'y a plus d'autorisation pour faire du démarchage téléphonique. Donc si on vous démarche au téléphone pour vous proposer il faut raccrocher. Il faut raccrocher. Voilà, c'est très clair, il faut raccrocher. Les artisans honnêtes, l'État ne démarche pas. Généralement, ce sont des fraudeurs qui démarchent et qui cherchent à capter des clientèles comme ça. Donc ça, c'est un premier bon réflexe déjà à avoir pour les consommateurs. Donc démarchage téléphonique indu, information en fait précontractuelle insuffisante ou lacunaire. Par exemple, il n'y a pas de descriptif des produits qui sont installés. Il y a juste indiqué, par exemple, pompe à chaleur sans précision sur le modèle et aucun moyen de vérification après derrière que c'est bien le bon modèle qui a été posé. Absence d'informations précises sur les prix, par exemple, aucune distinction du coût de la main-d'œuvre avec le coût de l'équipement. Ça, c'est problématique aussi pour pouvoir bénéficier après des aides publiques. Autre chose, il y a souvent aussi des pratiques commerciales trompeuses
par exemple des organismes qui se font passer pour des organismes publics, ou alors qui disent qu'ils sont mandatés par de collectivités territoriales alors que ce n'est pas le cas, ou bien qui se font passer pour des partenaires d'entreprises bien connues du secteur de l'énergie alors que ce n'est pas le cas non plus. Voilà, donc tout un panel en fait de problèmes, avec également aussi des atteintes aux droits du consommateur en matière de droit de rétractation, puisqu'il faut savoir que une fois qu'effectivement qu'on a signé le contrat, on a 14 jours pour effectivement se rétracter, et dans certains cas, les fraudeurs font en sorte que ce droit ne puisse pas jouer. Très concrètement. Donc là, c'est un éventail un peu de tout ce que vous avez constaté comme type de fraude. Effectivement, voilà, il y a vraiment une très grande variété de fraudes. Les fraudeurs sont très inventifs en la matière et ont des pratiques commerciales parfois agressives qui conduisent des gens qui sont parfois en situation de précarité à des situations de surendettement, en leur faisant souffrir par exemple aussi des crédits cachés, ce genre de choses. Oui, parce que des prêts à la conso qui sont pris pour entamer les travaux de rénovation. Si effectivement, dans certains cas, les gens s'imaginent juste signer en fait un devis non engageant, ou effectivement un bon pour une estimation des travaux à faire, et en fait sont à leur insu engagés dans un crédit qui les engage et qui peut les emmener dans une situation de détresse personnelle. Pascal Housset, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez vous présenter et surtout nous expliquer ce que fait l'UMGCCP ? Oui, bonjour à tous. Donc Pascal Housset, donc je préside effectivement l'Union des métiers du génie climatique, la couverture plombée au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc c'est un peu plus de 15 000 entreprises sur tout le territoire national, donc de toute taille. Donc beaucoup d'entreprises dites RGE qualifiées. Donc moi je suis vraiment ravi qu'on ait cette table ronde aujourd'hui, parce que je ne vous cache pas que effectivement la tendance parfois vue du consommateur, parfois c'est de mettre un peu tout le monde dans le même panier, malheureusement. Donc vous êtes là pour porter la parole de votre profession. Donc l'idée c'est de bien dissocier deux profils, c'est-à-dire qu'il y a l'artisan, l'entreprise, effectivement, qui peut avoir quelques anomalies dans un devis ou administratif ou autre, mais que ce n'est pas une volonté en tout cas de nuire ou d'induire en erreur le consommateur. Donc il faut bien dissocier. Et des vrais réseaux quasi mafieux, si je puis dire, auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc concrètement, en quelques mots, il y a deux propositions qui me semblent essentielles si on veut éradiquer, je dirais, ce deuxième volet, qui finalement donne une mauvaise image de nos métiers de la rénovation énergétique. Et là, avec les enjeux qu'on a et la massification, il va falloir qu'on soit ultra vigilant. En tout cas, nous, à FEB, bien évidemment, on souhaite travailler, c'est pour ça aussi qu'on est autour de cette table, en ce sens. Déjà, ça a été dit tout à l'heure, il y a trop de confusion. Tout le temps, il faut que le législateur, à un moment donné, on fasse des changements. Je pense sincèrement qu'il faut interdire la notion de ce bon de commande, parce qu'ils utilisent tous le même système, ces sociétés-là, depuis des années. Interdire le bon de commande, le fameux bon de commande des pliants, où ils font des croix, etc. D'abord, ce n'est pas un devis qui correspond aux critères RGE, et Calibat pourra s'exprimer sur le sujet, parce qu'il connaît bien le point. Donc ça interdire ce pas bon du de commande, tout. première Voilà. proposition, et ensuite et ensuite, la deuxième, il faut absolument qu'il y ait un droit de rétractation sur les salons. Parce que lorsqu'il y a des salons, c'est là où souvent il y a Foire de Paris et autres. Ah oui, c'est là où on fait signer les sauvagement. Les gens, ils signent et ils pensent qu'ils ont un droit de rétractation, et malheureusement, non, ils sont engagés. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de visite préalable, il n'y a rien qui a été fait selon les règles du RGE. Et malheureusement, les gens sont engagés. Ils ont même signé déjà souvent un financement. Voilà. Et puis, il y a un travail à faire, je pense, pour finir, également sur les sociétés de financement auxquelles sont adossées ces sociétés commerciales, de façon à ce qu'il y ait... nous, on a commencé, en tout cas à la FEB, à convoquer quelques sociétés de financement qu'on avait pu voir dans certains dossiers. Et nos juristes aussi travaillent sur le sujet pour leur dire qu'il faut mettre des garde-fous dans ces montages de dossiers. Parce il faut mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Mais oui, parce qu'aller faire un financement de 30 000 € à une petite mamie de 80 ans, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, c'est de la pure arnaque, je suis d'accord. Éric Jost, qui patiente gentiment sur ma droite, je vous sens un petit peu frétillé. Vous avez vu alors les faux comptes MaPrimeRénov', le démarchage téléphonique, les faux artisans certifiés RGE. C'est la fête au point que le Sénat fasse une commission d'enquête sur ces fraudes-là en avril dernier. Est-ce que Calibat, ça peut être un moyen pour être sûr qu'on a affaire à des gens honnêtes et compétents ? Il va me dire oui. La réponse est bien évidemment oui. Mais surtout pour deux points.
Le premier point, c'est que lorsque l'éco-conditionnalité a été mise en place, les pouvoirs publics se sont tournés vers les organismes qualificateurs pour pouvoir prendre en compte des qualifications sur lesquelles on met un vernis RGE. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'au travers des résultats que nous avons, dans le cadre des audits également que nous menons, on en a fait 16 000 l'an dernier. Sur les 16 000, il y a 83% des chantiers sur lesquels il n'y a aucune non-conformité. Aucune non-conformité. Ça veut dire que les professionnels RGE, globalement et majoritairement, travaillent bien. Et nous avons effectivement 1% ou 2% de structures qui ont pu, à un moment donné, passer au travers des mailles du filet. Les mailles du filet qui sont sans cesse rétrécies pour pouvoir être de plus en plus précises. Et c'est pour ça qu'on est vigilant à l'entrée. Et quand ça ne va pas, il faut les sortir également. Alors, les escrocs de la rénovation, ça fait l'objet de pas mal de reportages. On voit finalement plus de situations de travaux de rénovation qui se passent mal parce qu'il y a une histoire à raconter. Globalement, en moyenne, est-ce que c'est une toute petite partie, ces fraudes? Est-ce que ça représente une grande partie? Comment on arrive à se situer là-dedans quand on est un particulier, qu'on hésite déjà un petit peu à se lancer parce que ça coûte cher, il y a des nuisances, il faut faire des travaux, et en plus, il y a cette question de confiance. Est-ce que vous pourriez, je m'adresse à vous deux, nous donner une espèce d'ordre d'idée de la proportion de ces fraudes? Est-ce que c'est beaucoup, un petit peu? Je ne pourrais pas forcément répondre de manière précise à cette question, mais je pense que Eric vient de donner déjà une information intéressante, qui est que du point de vue des contrôles RGE, il y a entre 1 et 2% d'entreprises, l'ordre de grandeur de quelques pourcents des entreprises qui sont effectivement des fraudeurs. Alors ce 1 à 2%, ce n'est pas forcément la part de chantier, puisque ces entreprises peuvent par ailleurs être particulièrement dynamiques. Mais malgré tout, on reste effectivement sur quelques pourcents. Et donc, finalement, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on est un ménage, le premier des réflexes, c'est tout simplement déjà de faire des devis en bonne et due forme, plusieurs devis, pour avoir effectivement plusieurs avis d'entreprises différentes. Et là, vous rentrez dans les trucs et astuces. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pas trop se faire arnaquer? Alors, comparer plusieurs devis. Comparer plusieurs devis, mais ça, c'est déjà, pour moi, c'est un bon réflexe naturel qu'il y ait en une certaine manière un paysage de fraudeurs ou non. Le principe, effectivement, de faire travailler plusieurs entreprises en comparatif permet d'avoir des idées, permet de faire travailler les entreprises les unes aussi un peu contre les autres pour avoir effectivement le meilleur prix, les meilleures propositions commerciales. Donc ça, c'est un point qui est déjà très important. Et ensuite, on entre dans une situation où s'il y a effectivement une suspicion, s'il y a un doute, comme ça a été évoqué tout à l'heure, s'il y a un démarchage, on raccroche. Si on sent qu'on a une pression commerciale, une certaine agressivité, il n'y a rien qui oblige à signer un devis le jour J où on rencontre une entreprise. On a le droit de réfléchir et de le lire au calme. Et on a le droit de le lire au calme. Et je pense que ce sont des éléments qui sont des évidences, mais je pense qu'il faut les rappeler. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc depuis le début de la semaine, a démarré une campagne de communication de l'ANA pour le service public France Rénov', dans lequel sera effectivement embarqué un certain nombre de messages de pour prévention, faire les mises en garde. de prévention, en fait, de la prévention, en fait, tout simplement, quels sont les bons réflexes. Et parmi les bons réflexes, en cas de doute, effectivement, le réseau France Rénov' est aussi là pour cela. Le service public a été aussi construit pour pouvoir guider les ménages quant et mettre à un ces bons tiers réflexes. de confiance dans cette pour que le relation. ménage puisse avoir effectivement un tiers de confiance dans cette relation. Éric Jost, alors vous, sur les trucs et astuces, parce qu'on ne veut pas vous plomber, être négatif, c'est quand même une petite partie, les fraudes. La plupart des gens, je pense, font bien leur métier et sont compétents. Qu'est-ce que vous donneriez comme truc à un ménage qui veut se lancer dans des travaux de rénovation pour éviter de tomber sur des petits malins? Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que la fraude est essentiellement arrivée avec les travaux à 1 euro. Avant 2018, nous avions des vrais professionnels qui s'engageaient dans la démarche et qui étaient des professionnels du bâtiment et qui cherchaient cette étiquette RGE. Avec les travaux à 1 euro, on a vu arriver des sociétés au profil, comme ça a été décrit, avec des bons de commande pré-imprimés, avec des produits qui sont déjà dessus, pour pouvoir les mettre en place dans n'importe quel bâtiment, pour n'importe quel ouvrage, pour n'importe quel ménage. Voilà. Donc effectivement, dans les trucs et astuces, on va déjà vérifier si le professionnel
il a un certificat de qualification à jour, avec les bonnes qualifications qui correspondent aux travaux qu'il va réaliser. C'est déjà un minimum. On voit aujourd'hui, nous, on a environ 200 réclamations par an. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Par rapport à tous les gens que vous représentez, non, c'est tout? 200 réclamations par an? 200 réclamations en 2022. Ce n'est pas des réclamations de fraudeurs toutes. Non, c'est des petites erreurs. C'est des non-conformités, c'est des malfaçons. Mais on le voit aussi parce qu'on est sollicité sur une autre partie qui s'appelle signalement. Et signalement, là, on revient aux manœuvres frauduleuses, à la tromperie. Et là-dessus, on en a aussi 200 par an. Donc ça reste quand même une partie très marginale. Ça reste une partie marginale, mais des fois, on a des particuliers qui n'ont pas vérifié si le professionnel était RG ou pas. Parce qu'il s'est fait avoir, parce que sur le site internet, vous avez la Marianne, vous avez le logo des C2E, vous avez le logo de l'ADEME, vous avez le logo de Oui, on sait avec Photoshop, copier-coller des logos, il y a d'autres logiciels. Exactement. Et après, effectivement, vous avez des sociétés qui sont basées en région parisienne ou ailleurs et qui vont à ce moment-là faire des travaux dans le Gers ou dans les Vosges et qui vont avoir recours à de la sous-traitance et à de la main-d'œuvre extérieure qui n'est pas qualifiée. Simon Hufto, dans les conseils à donner aux gens qui nous écoutent, pardon, excusez-moi, Romain Roussel, pardon, je vous ai cloné. Dans les conseils à donner, on ne veut pas dissuader les gens d'entamer des travaux de rénovation, on veut plutôt les aider à distinguer le bon grain de livret. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. Donc, comme ça a déjà été dit, effectivement, il ne faut pas se précipiter. Parce qu'il faut savoir que très souvent, effectivement, les margoulins du secteur cherchent à vous faire signer très très vite quelque chose pour emporter la décision et ensuite vous mettre très souvent dans des difficultés. Donc la première chose, effectivement, c'est vraiment de prendre le temps de bien peser les choses et de se référer effectivement aux conseils qu'on peut trouver sur le site France Rénov, qui est très précieux pour ça et qui peut aider à trouver effectivement un accompagnateur de confiance et à savoir quels sont les professionnels certifiés RGE, les entreprises de confiance. Donc ça, c'est vraiment le premier bon réflexe à avoir. Après, il faut se méfier aussi de certaines offres trop alléchantes qu'on peut trouver sur Internet et éviter de laisser ses coordonnées n'importe où, sur n'importe quel site. Et il faut savoir qu'il y a des sites de comparateurs sur Internet qui présentent... Ah oui, les comparateurs de prix où on met ses coordonnées qui présentent, voilà, par exemple, qui présentent dans certains cas, soi-disant, des possibilités d'aide publique. En fait, très souvent, c'est seulement pour récupérer vos coordonnées personnelles, les revendre et vous faire du démarchage illicite par derrière. Donc ça, il faut vraiment éviter. En revanche, vous avez des comparateurs publics qui existent de confiance, notamment sur France Rénov, qui permettent de pouvoir savoir en toute confiance quels sont les artisans, les aides publiques auxquelles vous avez droit. Et là, vraiment, effectivement, ça vous donne quand même des guides. Après, effectivement, si vous avez des doutes sur ce qui a été signé, vous pouvez vous adresser, par exemple, à une association de consommateurs. Vous trouvez la liste des associations de consommateurs agréées sur le site de l'Institut national de la consommation. Et en cas de litige avec un professionnel, il y a des possibilités de recours au médiateur. Il faut savoir que le médiateur de la consommation doit être désigné par l'entreprise, ça doit figurer sur les contrats et généralement aussi sur son site internet, et que ça permet quand même de résoudre à l'amiable un certain nombre de litiges. Ça peut se régler à l'amiable. Si quelqu'un est venu pour essayer de vous arnaquer sur vos travaux en récupérant l'argent public de ma prime rénov, on doit quand même un peu discuter avec lui. Alors ça dépend effectivement de qui vous avez en face, évidemment. Les fraudeurs, les sociétés éphémères, généralement, ne désignent pas de médiateur, contrairement à leur obligation. Mais comme l'a dit monsieur tout à l'heure, effectivement, il y a quand même plusieurs catégories d'anomalies. Il y a les anomalies de bonne foi de certains professionnels de confiance, et après, il y a les professionnels de la fraude, en quelque sorte. Voilà. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses et surtout distinguer les deux. Surtout bien distinguer les deux, ne pas se précipiter et ne pas prendre de décisions dans l'urgence sous la pression de pratiques commerciales agressives de certains vendeurs. Alors Pascal Housset, on veut aussi des trucs et des astuces pour éviter les fraudes et pour savoir un peu s'en servir. Alors il y a les faux artisans RGE, il y a les bons de commande là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent là ? Beaucoup de choses ont été dites, effectivement, les préconisations. Et nous, on se réjouit effectivement que sur les sites de l'État, effectivement, il y ait des messages vers le grand public, parce que c'est important, cette information. On a eu des initiatives, notamment de l'AFPAC pour les pompes à chaleur dès 2019, qui avait été signées avec le ministère à l'époque, lors d'Interclimat, pour mettre en exergue ces histoires-là. Mais le conseil qu'on donne toujours, c'est finalement, pour un consommateur, faites appel à un artisan local, quelqu'un qui est en place déjà depuis un certain temps. Quelqu'un qui a pignon sur rue, qu'on connaît déjà. Parce qu'en fait, l'entreprise qui est locale,
si souvent elle travaille avec le bouche-oreille finalement. Donc elle a plutôt intérêt à faire des installations de qualité. S'il y a une problématique, elle va la gérer parce que l'idée, c'est pas de laisser pour une situation. Et puis, s'il y a besoin d'un recours, l'entreprise n'est pas loin et on la retrouve assez facilement. Donc déjà, mettre en concurrence, comme a dit M. Simon Hufto tout à l'heure, de contacter 2-3 entreprises et puis de faire des devis, de comparer, de poser les questions. C'est pas nouveau finalement, mais il faut qu'on continue à voir. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à l'heure du digital, donc avec Internet ça a beaucoup changé la donne. Avant c'était simplement le coup de fil aux entreprises locales. Aujourd'hui les gens ont tendance à aller sur Internet au moment où ils sont disponibles pour le faire, et donc ça ouvre tous les champs. Malheureusement, pas toujours de façon positive. Et puis, il y a un point quand même, je voulais signaler, une alerte plutôt qui est importante, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les garde-fous, il y a tous ces audits qui ont été mis en place. Alors, bien évidemment, c'est nécessaire de contrôler la qualité des installations, et notamment avec le RGE. Mais on a vu que les résultats, finalement, sont pas si mauvais. Donc, bien sûr, il y a toujours à améliorer. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a des audits qui sont, non pas RGE, mais dans le cas de l'ANA ou C2E, souvent les particuliers sont contactés par téléphone. Et dès qu'ils entendent le mot pompe à chaleur, vous avez fait installer une pompe à chaleur, ils raccrochent. Et donc, en fait, on a beaucoup de difficultés. Ils ont bien écouté le conseil qu'on leur a donné. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire c'est le chien qui se mord la queue, mais on a quand même un problème, c'est qu'il va falloir qu'on revoie quand même, parce que ça nous pose des soucis sur les lots d'audit. C'est que les gens... ils ont tellement bien enregistré le message que dès qu'ils entendent le mot-clé pompe à chaleur, ils raccrochent. Alors il y a de la pédagogie aussi à faire. Nous, ce qu'on demande à nos adhérents, en tout cas, et je sais que mes collègues des autres OP en font de même, on encourage nos artisans à dire prévenez vos clients, on fait une installation, mais vous avez toutes les chances d'être audité. Donc si on vous appelle, ne raccrochez pas. C'est pas pour vous vendre quelque chose que vous avez déjà, mais voilà. Mais par contre, nos installateurs pensent pas toujours à passer ce message. Donc nous, on encourage en tout cas. Voilà. Donc il y a aussi de la communication à faire entre nos services pour que ça soit fluide et que finalement on fasse des bonnes installations. Par contre, il y a beaucoup d'usurpation des logos. Nous, les dossiers qu'on récupère à la fédération avec nos juristes, c'est que bien souvent, quand on appelle Calibat ou d'autres organismes de qualification, on dit non, ils sont inexistants chez nous. Donc il y a de l'usurpation finalement des logos. C'est des gens qui n'adhèrent à aucune organisation professionnelle, c'est des électrons libres. Et là, c'est vraiment de l'éphémère. Et malheureusement, même, je sais, pour vous, à DGCF, c'est très compliqué de mettre la main sur ces sociétés-là parce que souvent, elles sont basées à l'étranger. C'est des boîtes aux lettres ou des locaux finalement vides. Ah, c'est les boîtes postales c'est fantômes, complètement là, c'est ça, voilà. Donc on a ça en Ile-de-France sur certains départements où on a pléthore de boîtes aux lettres. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses, voilà, là aussi il va falloir qu'on légifère peut-être sur certaines choses. Dès que c'est avec de l'éco-conditionnalité, voilà, peut-être falloir aussi mettre des choses en place, mais ça c'est à travailler. Au niveau des contrôles, parce qu'il faut quand même bien qu'on parle de ce sujet-là, quand on parle de contrôle, est-ce que c'est sur la qualité de la rénovation et des travaux? Est-ce que c'est sur le label RGE et vérifier s'ils sont bien labellisés, si le label est... Enfin, qu'est-ce qu'on contrôle exactement? C'est pour vous deux. Alors, panorama des contrôles existants. Donc, déjà, chaque dispositif, effectivement, est adossé à un système de contrôle qui lui est propre, et ces systèmes de contrôle sont aussi synchronisés qu'il est possible. Je suis sûr que je vais avoir des questions, donc mais c'est le but de ce forum, voilà. C'est d'avoir des questions. Donc il y a des contrôles du côté, par exemple, du système des certificats d'économie d'énergie. Alors ces contrôles sont réalisés par les délégataires ou les obligés eux-mêmes. Puis il y a un second rang de contrôle qui est exercé par le pôle national des C2E, c'est-à-dire par l'État. Donc ce sont des contrôles qui sont commandités par l'État. Ces contrôles consistent principalement en des vérifications de réalisation des travaux, des contrôles sur place. Et ça vise à vérifier que les contrôles ont bien eu lieu, à la bonne adresse, avec un certain nombre de critères de qualité relativement élémentaires, du type est-ce qu'il y a la bonne épaisseur de laine de verre, par exemple. Des contrôles tout à fait analogues existent, donc des contrôles sur place avec des vérifications élémentaires, existent également du côté de MaPrimeRénov'. L'objectif de ces deux contrôles, MaPrimeRénov' ou bien les contrôles des C2E, c'est tout simplement de s'assurer que la prime qui a été versée a bien été versée pour un ménage correspondant à des travaux qui correspondent à la description qui en a été faite auprès de l'administration. En parallèle de cela, il y a des contrôles de qualité de réalisation des travaux
qui sont des contrôles qui ont vocation à vérifier finalement la compétence, exécution et des la travaux. bonne exécution et le bon respect des règles de l'art. Et c'est là où je passe le micro Patate à chaude, Eric. ballon de Voilà. rugby à Eric Jost. Eric Jost, les contrôles. Ouais, c'est un ballon que je prends avec plaisir. Oui, je sais. Alors, effectivement, les contrôles, ce qu'on appelle les audits RGE, s'appuient sur des grilles de contrôle qui sont utilisées par tous les organismes de qualification. Donc tout le monde utilise les mêmes grilles. D'accord. Elles ont été mises en place en 2015, elles ont été révisées en 2020. Et ces grilles de points de contrôle ont pour objectif de vérifier la qualité des travaux, c'est-à-dire la compétence du professionnel. C'est ces résultats-là qui vont nous permettre soit de maintenir la qualification RGE, soit de la suspendre, soit de l'enlever, soit d'inviter le professionnel à aller faire une formation complémentaire dans une catégorie de travaux qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Alors, est-ce qu'ils sont plutôt preneurs, les gens que vous côtoyez dans ce milieu des petits artisans du bâtiment, d'avoir d'autres compétences et de se former, ou alors comme leurs carnets de commandes sont quand même plutôt pleins, ils ont du boulot sur 3 mois, 6 mois, 8 mois pour certains, c'est compliqué quand on est une petite PME de dégager du temps pour aller se former à des nouvelles pratiques. On ne peut pas leur en vouloir. Bien sûr, mais là, les unions professionnelles pourront parler mieux que nous. Il est certain que là-dessus, nous, la qualification, c'est la compétence et un savoir-faire dans une activité donnée. Donc, quand on lui donne sa qualification et son signe RGE, on a vérifié que, par hypothèse, il était compétent dans tous les domaines. L'audit est un élément supplémentaire qui vient valider lors du cycle de qualification. C'est pour ça qu'il y a des écarts, majeurs, mineurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être que sur ce chantier-là, le chef d'équipe n'était pas là. Peut-être que, etc., etc. Il y a toujours des aléas chantiers qui font que. Mais c'est pour ça qu'on arrive quand même à un taux de 83% des audits qui sont effectivement sans aucun écart. Oui, donc il faut quand même leur dire... Donc il faut enlever cette fausse vérité. 83% des audits, il n'y a pas d'écart. Ça se passe très bien. Et pour répondre à votre question, il faut savoir que 98% des audités sont satisfaits de l'audit. Oui, donc en plus, ça se passe plutôt bien aussi. Ça se passe bien. Oui, voilà. Les seuls éléments, il arrive parfois effectivement qu'il y ait une question tendue entre le professionnel et l'auditeur, parce qu'il n'a pas nécessairement vu les travaux sous cet angle. Mais 98%, ça veut dire que sur les 16 000 audits, on a plus de 5 000 questionnaires qui nous reviennent. Oui, donc globalement, c'est quand même bien de donner ces tendances de fond. Alors, au-delà des contrôles, Pascal, c'est quoi les évolutions nécessaires pour sécuriser ce marché de la rénovation énergétique globale et performante? Il faut sécuriser ce marché. Là, il y a des milliards d'argent public qui vont être injectés, peut-être d'autres financements publics. Il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, ça a été bien dit par Eric, les audits RGE, l'audit où l'installateur, l'artisan est sur le site, je trouve qu'il y a une forme de pédagogie. C'est-à-dire qu'il va être confronté effectivement peut-être à des points d'anomalie, mais il y a aussi un échange avec l'auditeur. Et en fait, c'est formateur, j'ai envie de dire également. Au travers de l'audit, c'est aussi formateur. Dans les autres audits qui sont des audits de contrôle, que ce soit par l'ANA ou C2E, évidemment, il y a des points de contrôle, mais c'est sans l'installateur. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est moins pédagogique, effectivement. Parfois, il peut y avoir effectivement des différences d'appréciation parce que faut se dire la vérité, tous les auditeurs ne sont pas forcément à niveau non plus. On a rencontré parfois aussi des conflits d'approche parce que l'auditeur n'a pas forcément appréhendé la notion effectivement de la même façon. Donc il y a discussion. Nous, ce qu'on propose, quand je dis nous, c'est les professionnels, la filière. C'est finalement, on prend un exemple qui a fonctionné et qui fonctionne très bien depuis des décennies. Ça s'appelle un consuel ou un certificat de conformité. On le fait notamment pour les chaudières à gaz depuis plusieurs décennies. Rappelons le taux d'anomalie, c'est moins de 5%. Donc on pourrait l'étendre, ce système-là. L'idée, c'est une réflexion à avoir, bien évidemment, avec les organismes de qualification et de le travailler ensemble. Mais l'idée, alors bien évidemment, la contrepartie, c'est quoi? C'est qu'on voudrait qu'il fasse foi. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si on installe encore, parfois, une chaudière à gaz, on a un certificat de conformité gaz qui est fait. Celui-ci, il fait foi pour le C2E, pour le petit bout de prime qui reste. Il n'y a plus de prime rénov, donc il n'y a pas de débat sur le sujet. Donc ça, on pourrait l'étendre peut-être. Mais voilà, ce qu'on voudrait, c'est que... Alors, ça ne remet pas en cause du tout le RGE, puisque
quand on fait le certificat de conformité pour une chaudière, on peut être bien évidemment RGE pour les chaudières. Donc on peut être RGE pour les packs ou l'isolation ou autre, mais ce CERFA, c'est lui qui devrait faire foi. Et nous pensons que ça permettrait de rationaliser les audits et surtout, je pense aux ambitions qui nous sont données par les pouvoirs publics en termes de massification de rénovation. Quand on nous dit on a posé 350 000 packs Hero l'année dernière et on vise quand même le 1 million par an de pompes à chaleur, imaginez, aujourd'hui on a une pompe sur 2 à peu près qui est auditée, hein, je parle sous contrôle, mais c'est à peu près en moyenne ce qu'on constate. Donc si on devait, imaginons, contrôler une PAC sur 2 sur 1 million de packs, imaginez le nombre d'auditeurs qu'il faudrait, et où on parle beaucoup de décarboner finalement, décarbonons aussi les audits, et donc je pense qu'il faut qu'on revoie le mode, et ce CERFA. D'abord, on constate quand même une chose, c'est qu'on parlait des fraudeurs tout à l'heure. Le fraudeur déteste les CERFA, il déteste les consuels. C'est vraiment un truc qu'ils n'aiment pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne les voit pas sur les chaudières, on ne les voit pas non plus sur les packs hybrides parce qu'il y a un CERFA. On va passer maintenant un peu aux échanges et aux questions de la salle. En plus, on a un public au taquet très présent, donc ça nous fait plaisir parce que c'est la fin de cette deuxième journée. Est-ce que vous avez des remarques? On parle de fraude, on parle de confiance et de méfiance. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de contrôle par rapport aux artisans RGE. Comment on contrôle également les auditeurs énergétiques ou d'autres personnes qui sont dans la chaîne des rénovations globales et performantes? Comment on contrôle les contrôleurs? C'est ça, un peu? Pas forcément les contrôleurs, ceux qui font les audits énergétiques, d'autres métiers de la rénovation énergétique. C'est une autre question là que vous posez. Vous posez la question sur les audits énergétiques. Oui, qui contrôle les auditeurs? Alors les audits énergétiques, c'est pareil, c'est une qualification pour être qualifié en audit énergétique. Pour vous donner aujourd'hui le taux de réussite, c'est moins, on en refuse 85%. Des candidats sont refusés. C'est le taux de rejet le plus important que nous ayons, parce que les personnes qui se présentent ne répondent pas aux critères de compétences. Et peut-être je peux donner un complément, parce qu'effectivement, il y a d'autres professions qui n'ont pas été évoquées ici. Donc notamment, comme ça a été déjà évoqué, à compter du 1er janvier 2024, la rénovation globale sera soumise à obligation d'accompagnement. Je l'évoquais au tout début, hein, le fait de travailler les systèmes d'aide eux-mêmes. Donc là, c'est bien ce que l'on a fait. En travaillant le système d'aide pour l'année 2024, on renforce effectivement les aides, mais on renforce aussi les obligations. On mettra en place cette obligation d'accompagnement par le dispositif Mon Accompagnateur Rénov. Donc ça va limiter peut-être un peu les fraudeurs. Donc ça limitera effectivement structurellement les fraudeurs en faisant intervenir un opérateur agréé par l'État au préalable en conseil direct des ménages. Et il est bien prévu effectivement également une politique de contrôle sur le dispositif Mon Accompagnateur Rénov. Et les contrôleurs seront en l'occurrence les services de l'État eux-mêmes dans les territoires qui pourront aller contrôler effectivement les accompagnateurs Rénov. Et donc on aura là des fonctionnaires d'État en contrôleur direct des accompagnateurs Rénov. Donc voilà. Une autre question? Madame en vert. Enfin en vert, madame, bonjour, pardon. Oui, bonjour. Je voulais d'abord remercier Monsieur Jost pour tout votre témoignage par rapport aux artisans. Donc, je dirige une entreprise, donc on est une quarantaine au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr, nous avons nos Calibat, RGE. Excusez-moi, votre entreprise, c'est de quoi? On est une entreprise de plâtrerie, peinture, rénovation globale, menuiserie extérieure, notamment. Et un peu d'électricité. Je voulais rebondir sur votre témoignage parce que donc nous, comme on a nos Calibat, RGE, etc. Et quand on a des contrôles, et ben justement, on est fiers d'avoir ces contrôles parce que ça prouve justement que notre travail est bien fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'artisan, les clients qui ont été contrôlés communiquent encore plus sur notre société parce que justement, ils apportent ce témoignage, ce bouche à oreille à leurs amis, leurs familles, etc. Et le bouche à oreille fonctionne encore plus. Donc nous, c'est vraiment une fierté et on apprécie énormément ces contrôles parce que justement, ça fait voir... ça prouve que vous travaillez bien voilà. et que dans le monde du bâtiment, on entend beaucoup de choses, justement, qu'il y a des escrocs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent très bien. Et ça, il faut quand même le souligner, il n'y a pas que des escrocs dans le monde du bâtiment. Et grâce à la qualification Calibat, ça prouve justement tout ce genre de choses. Voilà.
C'est juste pour apporter ce témoignage. Merci. Alors. Là, quand on travaille bien, a priori, on n'a pas trop peur que notre travail soit contrôlé. Est-ce qu'on peut penser que plus ce dispositif de rénovation globale va avancer, plus la lutte contre la fraude va augmenter et moins il y aura d'arnaques? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Alors, pour effectivement arriver à cette situation, il y a effectivement un besoin de formation, sans doute, pour vraiment passer à l'échelle, pour qu'il y ait un nombre d'artisans formés de confiance suffisant pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Donc ça, c'est effectivement un point clé. Un autre point clé aussi qu'on identifie pour que les gens puissent rénover en toute confiance leur logement, c'est de renforcer progressivement le label RGE, par exemple en proposant aussi des formations au droit de la consommation, de manière à ce qu'effectivement un certain nombre d'anomalies de bonne foi ne soient plus commises par les professionnels. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille, par exemple, en ce moment avec le groupe FIBAT, en vue de le mettre en place. Et ça peut effectivement être un facteur de confiance important pour les consommateurs. Moi, je voudrais que est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une remarque ou poser une question? Madame, au 3e rang, devant. Bonjour, bonjour à tous. Je dirige une entreprise de certification des bâtiments. Et en écoutant votre exposé et les contrôles, les audits, les surcontrôles, nous, on a une certification, aussi bien dans le neuf d'ailleurs que dans la rénovation. On a un cahier des charges qu'on accompagne le promoteur, le bailleur social qui veut faire des projets de rénovation. On l'accompagne de A jusqu'à Z. Et on délivre un certificat qui peut être, en l'occurrence, puisqu'on parle beaucoup de rénovation, je vais dire rénovation responsable, avec des seuils carbone, avec des qualifications RGE. On a aussi le Consuel dans notre certification pour la sécurité électrique. Donc je disais pourquoi... comment percevez-vous la certification qui aujourd'hui n'est pas obligatoire, hein, qui donne un label de qualité, un label de travaux bien faits et puis respectueux de la transition énergétique, etc. Donc comment intégrez-vous la certification dans le contexte de contrôle et d'audit et de qualification? Alors, c'est une question pour moi. La question, Oui, est, c'est ce que la j'allais question dire, est très c'est pour moi. technique, donc je vais donner une réponse qui, je pense, ne répondra pas complètement à la précision de la question, en indiquant qu'effectivement, selon les dispositifs réglementaires et selon les types de métiers, un certain nombre de métiers font l'objet aujourd'hui, dans le domaine de la rénovation énergétique, d'une certification à l'individu. Pour ce qui est en revanche effectivement des entreprises en général, le choix qui a été fait pour apporter une information au ménage, c'est de s'appuyer sur la logique de signes de qualité et donc ce qui a été développé avec le label RGE et donc la certification aujourd'hui d'une certaine manière là. Je m'excuse des propos, mais la réglementation l'ignore. Cela ne veut pas dire pour autant que ces dispositifs ne sont pas des signaux utiles pour les ménages. Et effectivement, ils peuvent être des signaux importants sur lesquels les ménages peuvent s'appuyer. Notamment, on parlait tout à l'heure de se renseigner, faire plusieurs devis. Ça peut faire partie des points comparatifs d'une entreprise par rapport à une autre. Et c'est à ce titre-là que ces dispositifs peuvent être utiles. Je vous en prie, Monsieur Jost. Je vous en Jean-André prie. doit apporter une petite précision. Dans le domaine RGE, vous avez les qualifications RGE et vous avez les certifications RGE. C'est quoi la différence? En offre globale de rénovation, c'est de la certification. C'est la norme qui est applicable à l'organisme de qualification. Certification ou versus qualification. C'est Tout à ça fait. les deux nuances. Mais après, vous pouvez avoir de la certification d'ouvrage, ce qui est encore autre chose. Là, effectivement, comme le disait Simon Hufetot, dans le cadre du dispositif RGE, la certification et qualification, elle est attribuée au SIRET de l'entreprise qui va porter ce signe. Et d'ailleurs, comme le disait Pascal Housset, il y a aussi une autre usurpation qui existe aujourd'hui, c'est l'usurpation de SIRET. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont qualifiées et on appose leur SIRET sur des devis factures. Et le particulier qui a un problème ou qui veut avoir une info supplémentaire appelle l'entreprise qui est affichée sur la facture, qui ne répond pas, et donc il prend le SIRET de Pour le celui qui signaler. théoriquement qui a posé et fait les travaux, et l'entreprise apprend comme ça qu'on a usurpé son SIRET. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Est-ce qu'il y a une dernière question? Mademoiselle, 1, 2, 3, rang numéro 5.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une dernière question dans la mesure où vous avez indiqué qu'il y a des critères de contrôle qui ne sont pas identiques mais similaires au niveau d'identification de la fraude. Est-ce que vous êtes tous dans une démarche, par exemple, de mutualisation des résultats de contrôle de façon à pouvoir peut-être fluidifier cette partie-là sur la filière? Alors, c'est pour vous, non? C'est je pour pense. moi, Oui, c'est ça, c'est pour effectivement, vous. c'est pour moi. La réponse est oui. À 2 points. Il y a des travaux en cours et qui prennent forcément un peu de temps pour finalement permettre que les contrôles réalisés pour les systèmes d'aide soient le plus équivalent possible, et on va tendre vers une égalité stricte des contrôles entre le dispositif d'aide publique MaPrimeRénov' et le dispositif d'aide privée certificat d'économie d'énergie. Et en parallèle, l'autre oui que je peux donner, c'est sur la volonté de mieux partager les résultats de ces contrôles. Et donc ça fait l'objet effectivement de travaux en cours pour qu'on puisse s'assurer notamment qu'un chantier contrôlé par l'un n'ait pas besoin d'être contrôlé par l'autre. Ce type de bonnes pratiques. Ce sont des chantiers qui peuvent paraître évidents quand on en parle comme ça en public. Il y a derrière des enjeux réglementaires, des enjeux techniques assez importants, et c'est l'objet de nos travaux sur le sujet. C'est ce à quoi vous œuvrez tous les jours. Vous voulez compléter? Oui, juste un petit peu pour compléter, dans le même sens, effectivement. Il faut savoir qu'il y a des échanges quand même quasi quotidiens entre services de l'État sur les dossiers effectivement problématiques d'entreprises qui font des fraudes, entre la DGCCRF, les services du ministère de la Transition écologique, les services fiscaux, et également lorsqu'il peut y avoir des problèmes de blanchiment d'argent avec Tracfin. Donc il faut vraiment savoir qu'il y a une collaboration étroite et de plus en plus étroite qui se resserre entre les différents services de l'État pour apporter vraiment une réponse à la fois plus rapide et plus efficace en cas de problème. Merci à tous de votre attention. C'est la fin de cette table ronde sur la confiance. Mais n'oubliez pas que la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci à Simon Hufetot, Éric Jost, Romain Roussel et Pascal Housset. Et puis on se retrouve juste après pour la dernière séquence.